Bonjour. L'écologie, c'est la vie. Et la vie, c'est la diversité. La diversité des espèces, la diversité des cultures, la diversité des peuples. Eh bien, la France est une mosaïque de communautés. Elle est à l'image de cette table. C'est-à-dire, c'est une diversité de langues, une diversité de traditions, une diversité de paysages, une diversité de productions locales. Et c'est cette diversité-là qui fonde notre identité de Corse, de Basque, d'Alsaciens, de Bretons, d'Auvergnats, de Bourguignons, de Flamands et de bien d'autres. Mais cette diversité-là, aujourd'hui, elle est menacée. Est-ce que demain, la France ressemblera à cette table-là, c'est-à-dire ayant perdu tout ce qui fait précisément sa richesse culturelle? Est-ce que demain, notre pays aura perdu son âme? Est-ce que nous construisons aujourd'hui une France anonyme? C'est la question, il faut choisir. Oui, Antoine Wechter, c'est très bien cette démonstration sur les fromages, mais moi quand j'avais 20 ans, je gagnais pas encore très bien ma vie, et puis c'est vrai que mon premier réflexe, j'ai mangé pendant 2 ans des hamburgers au truc du coin, parce que c'était rapide, et j'ai l'impression de prendre un repas, ce qui était faux d'ailleurs, puisque ça m'a mis les intestins à genoux. Mais à 20 ans, je crois qu'on a du mal à comprendre bien, sauf si on est né en province, dans une région précise, de comprendre un petit peu ce risque d'appauvrissement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire contre ça ? Je crois d'abord qu'il faut reconnaître l'existence de ces identités, de ces diversités. Il faut par exemple attribuer un statut à ces langues et à ces cultures régionales. Cela veut dire aussi que l'on doit intégrer dans le financement public les écoles qui enseignent en bilingue, c'est-à-dire qui enseignent aussi en breton, en basque, en corse ou en alsacien, par exemple. Et puis il faut réaliser une véritable régionalisation, car en 1993, la France sera le dernier pays où les décisions importantes sont prises à Paris. Alors qu'en face de nous, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Belgique ont des régions relativement autonomes, eh bien, nos régions à nous n'ont aucun pouvoir réglementaire. Mais est-ce que ça passe pas par un désir? Je veux dire par là que mes petites nièces qui sont du sud de la France, il faudrait qu'elles aient le désir d'apprendre, par exemple, le provençal. Je ne sais pas comment motiver ce désir, ça doit jouer au niveau de l'éducation. Je ne sais pas comment c'est vécu par des agriculteurs ou des gens qui vivent dans le terroir davantage. Oui, je crois que nous avons tous et toutes encore des racines, même lorsque l'on vit à Paris, l'on a dans sa mémoire cet enracinement. Mais il est sûr aussi que pour que ces identités régionales subsistent, il faut aussi qu'une économie rurale subsiste. Car il faut bien prendre conscience que nous sommes aujourd'hui en face d'une transformation qui n'a pas eu son pareil depuis le début du Moyen-Âge. Il faut savoir que demain, si nous continuons comme cela, il y aura 2 fois moins d'agriculteurs, et cela veut dire que le tiers du territoire national aura perdu sa population permanente. Alors, si la population disparaît dans une région, eh bien, c'est le support même de cette diversité qui disparaît. Et vous le vivez comme ça, vous qui êtes agriculteur Moi, je fais des moutons, je fais du blé, je fais des agneaux. Pas ici, hein, s'il vous plaît. Non, pas ici, pas ici, ça c'est certain. J'habite dans le Bourbonnais. Et je pense que si on veut qu'il y ait une agriculture qui subsiste en France, effectivement, et c'est important, pas seulement pour l'identité régionale, mais pour la France en entière, pour que tout son territoire soit occupé, il faut qu'on ait une agriculture qui soit peut-être un petit peu moins productive, parce qu'on produit maintenant largement assez au niveau de l'Europe, mais peut-être un peu à l'image de ce que je fais, c'est-à-dire faire des produits de qualité et donner aux consommateurs des produits de bien meilleure qualité. Je crois que ça fera plaisir aux agriculteurs de produire de la bonne nourriture et ça fera plaisir aussi aux consommateurs de mieux manger peut-être. Et je crois que l'image qu'on avait des fromages tout à l'heure, c'est une bonne image parce que c'est riche, c'est varié et c'est certainement de la nourriture qui plaît à produire aux agriculteurs et qui plaît à manger pour les consommateurs. Je crois qu'il faut bien comprendre que nous avons aujourd'hui une politique agricole qui est complètement absurde. D'une part, on a des excédents qui font disparaître des agriculteurs. Nous allons dépenser des sommes considérables pour geler de bonnes terres céréalières. Et dans le même temps, nous allons aussi dépenser des centaines de millions pour canaliser la Loire, faire disparaître des zones inondables, drainer le marais Poitevin, pour produire davantage de maïs, c'est-à-dire accroître encore nos excédents.
Cette politique agricole ne peut trouver d'issue qu'en développant une production de qualité, mais aussi en admettant que l'agriculture aujourd'hui eh bien, ne peut pas s'engager dans l'économie de la même manière qu'une entreprise industrielle. Par exemple, nous proposons de supprimer les quotas et de les remplacer par un contrat de production pour chaque agriculteur. C'est-à-dire un contrat pour un volume à produire sur lequel il y a une garantie de prix, de telle sorte à assurer à chaque agriculteur un revenu suffisant. Un peu comme ce qui existe aujourd'hui en Suisse et en Autriche. Je voudrais revenir sur les diversités, là, un petit peu en arrière. Par exemple, comment vous arrangez avec les Kanaks en Nouvelle-Calédonie? Je crois que les Kanaks sont aujourd'hui aux Français ce que les Indiens d'Amérique du Nord étaient hier aux colons anglais. Nous sommes en face d'une civilisation qui est différente de la nôtre. Or, les écologistes sont solidaires de tous les peuples en danger. Aucune culture n'a le droit de faire disparaître ou de soumettre une autre culture. Je crois que c'est ça le problème. Alors, il y a Nicolas, il y a une question terriblement politicienne, les jeunes et l'écologie. Toi, tu vis ça comment? À mon avis, l'écologie, ça intéresse surtout les jeunes. Bah, c'est eux qui vont rester le plus longtemps, oui. Ben oui, c'est le monde de l'an 2000 qu'on prépare. Comment on le prépare, c'est aussi notre problème, à mon avis. Et tu as l'impression que les autres ne posent pas les bonnes questions concernant l'écologie? Ce qui nous préoccupe, à mon avis, bon, c'est évidemment le chômage, quoi. J'ai pas mal de copains qui sont au chômage et on est en quelque sorte coincé entre l'ANPE et souvent un boulot sans intérêt, quoi. Et puis bon, des trucs comme le nucléaire, on a vu, et puis aussi comme l'armement, on a vu ce que ça peut donner, quoi. Rosie, ça a été un choc, l'écologie, boum, comme ça, un virus qui arrive un jour? Non, c'est venu lentement et après que j'ai eu mon fils, je me suis aperçue des conditions de vie, des conditions de non-vie et surtout la peur du nucléaire. C'est une angoisse sourde, mais qui date quand même des années 50-60 déjà. Oui, on s'en aperçoit lentement et puis, oui. je sais pas, on en prend conscience petit à petit et puis ça nous entraîne à de prendre conscience des tas d'autres choses aussi. Dans la ville, tu vis à la ville ou à la campagne? Je vis à Paris. Faut pas pousser le berceau trop près des pots d'échappement, quoi. Oui, voilà, quand il y a une poussette, elle est plus basse et il y a la pollution qui vient tout droit dessus. Moi, il y a un truc qui m'a choqué, c'est au moment de Tchernobyl, j'ai téléphoné à une amie qui habitait en Allemagne, qui habite toujours en Allemagne, qui a un petit enfant de l'âge du mien. Alors je lui dis ça va, elle me dit non, les enfants sortent pas aujourd'hui parce qu'il pleut. Je dis ah bon, pourquoi? Bah parce qu'on a interdiction de faire sortir les enfants parce que le nuage de Tchernobyl est en train de passer, donc les enfants restent enfermés à la maison. Et tout d'un coup, ça m'a choqué terriblement. L'acte le plus simple d'un enfant qui dit je vais jouer dans le jardin, non, tu n'as pas le droit, pas aujourd'hui, c'est radioactif. Et ça, c'était à 1h30 d'avion de chez nous. Et chez nous, peut-être qu'on aurait dû le faire aussi. Mais je tiens surtout à insister sur ce problème d'armement nucléaire. La France doit s'engager dans cette dénucléarisation. Elle doit se débarrasser de l'arme nucléaire en participant aux négociations. Et le premier acte de bonne volonté serait d'arrêter immédiatement les essais nucléaires à Mururoa. Et puis nous proposons aussi dans ce domaine de sortir de la préhistoire, d'innover par exemple. D'essayer d'expérimenter une défense civile non violente, c'est-à-dire qui mobilise les femmes et les hommes dans leur quartier, leur commune, pour essayer de réaliser une dissuasion économique, stratégique vis-à-vis d'une agression éventuelle. Ça, c'est tout un programme, c'est de changer totalement la mentalité de sortir l'arme et de tirer. C'est presque gandhien, dirais-je. Mais je crois qu'il faut que notre société évolue dans ce domaine. C'est un changement de mentalité, c'est vrai, c'est une révolution culturelle. Il est évident que si demain nous voulons que la France soit, comme le disent les autres, la troisième puissance économique et militaire, eh bien cela veut dire en effet que nous allons accumuler encore davantage d'armes pour faire sauter la planète, que nous allons encore dépenser davantage d'argent dans ce domaine. Mais cela veut dire aussi que nous allons entrer sur le terrain de la compétition internationale avec tous les dégâts que cela comporte. Il est troublant d'ailleurs, si je peux me permettre, de voir que des gens comme Harold Pinter en Angleterre est un militant écologiste forcené. J'étais très surpris des dernières interviews de Marguerite Yourcenar, qui étaient des interviews tout à fait écologistes, juste avant qu'elles disparaissent, et quand même que Elie Wiesel, la conclusion qu'il a eue à 7/7, était une conclusion terriblement écologiste, puisqu'il disait le seul vrai danger, aujourd'hui le seul vrai grand problème qui me fait peur, c'est le nucléaire. Alors j'ai l'impression un petit peu que notre génération, je
sais pas si Nicolas le vit comme ça, mais quand on s'est rendu compte qu'avec Tchernobyl, un réacteur sur 3 réacteurs d'une centrale a pu mettre en danger la moitié de l'Europe, c'est vrai que ça nous fait quand même terriblement frissonner, quoi, et qu'on se dit qu'il y a certainement des énergies nouvelles à chercher. Nous allons interrompre un moment par une note d'humour, par une note de poésie avec Marc Jolivet, que nous retrouverons d'ailleurs à chacun de nos rendez-vous comme un feuilleton. Je suis vert. Ah, vraiment, hein. Je suis vert. Ah non, pas vert bouteille, non. Vert, tout simplement, comme les arbres, l'herbe, les martiens. Attention, je ne suis pas né vert. Vous imaginez la tête de ma pauvre mère? Bonjour madame, votre petit bébé, il est tout vert. Pauvre femme. Non, non, je suis né comme tout le monde, comme vous et moi. Surtout moi, d'ailleurs. Non, c'est après que je suis devenu vert. Remarquez, quand j'étais jeune, je suis passé par d'autres couleurs. Hein. Quand j'étais étudiant, le rouge, le noir, le bleu quand j'étais dans l'équipe de France. Vous le saviez, ça, que j'étais dans l'équipe de France? Ah bah si. J'ai même failli être jaune au moment d'une grève. Mais non, non, ça, c'était pas mon truc. Non, ça s'est fait lentement, tout doucement, à force de me promener, de respirer, d'écouter, de regarder les autres, d'aimer. Je suis devenu vert. Ça s'est fait tout doucement. C'est beaucoup plus long pour les autres couleurs. Parce que ça vient de l'intérieur et que ça s'adresse en vous à quelque chose qui n'a rien à voir avec les modes. Parce que si on est vert, c'est parce qu'on le veut bien. Hein. Il n'y a pas d'avantage à être vert. Mais je le sais, je le suis. Ça se vend pas bien, le vert. Non. Ça rapporte rien. Ça veut pas le pouvoir. Ça veut pas les richesses. Non. Non, on veut tout simplement que tout soit un peu plus vert. Non, non, non. En fait, on veut que tout reste un peu plus vert. Pourquoi? Parce que ça fait des millions d'années que c'est comme ça et qu'il doit y avoir une raison. Et si on veut pas que nos enfants naissent verts, mais vraiment verts, verts qui suintent, avec des taches rouges et jaunes, ben c'est maintenant que ça se joue. C'est pour ça que je suis vert. Non, non, ne touchez pas à votre poste de télévision. Non, non, ne jouez pas avec la couleur. Non, on ne touche pas à son poste de télévision. Oh, c'est pénible, les gens qui touchent... Qu'est-ce que je disais? Oui. Même quand vous aurez tout éteint, que chacun ira fêter la victoire ou pleurer sur la défaite, je serai encore vert. Et j'espère que la terre, elle aussi, elle sera encore longtemps verte. Vert pomme, vert prune, vert poireau, vert ruisseau, vert. Comme l'espoir. Bon, allez, broyez pas du noir. Le vert, faudra bien y passer. C'est normal, c'est par là qu'on a commencé. C'est pas par là qu'on a commencé? Non, c'est par là qu'on a commencé. Oui, ça a commencé par le vert, mais ça va continuer comment? Toutes les couleurs politiques se sont succédées au pouvoir depuis 10 ans. Est-ce que vous avez le sentiment que quelque chose a changé? Aujourd'hui, ils nous proposent les mêmes remèdes. Mais ce sont ces remèdes qui ont fait la démonstration que, malgré cela, le chômage a augmenté. Et ce sont ces remèdes qui nous valent aujourd'hui la pollution, la dégradation de notre environnement et l'accumulation de risques considérables. Alors demain, si vous voulez que ça change, il faut que le message soit clair. C'est-à-dire qu'au premier tour, eh bien, le vote vert leur dise clairement que vous voulez une société conviviale, une société qui soit capable de respecter nos diversités, nos identités.